Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce magazine pluriel. Voici le sommaire. Renforcement de la gouvernance locale au Togo. Un projet a été lancé hier à Lomé avec pour objectif de soutenir la décentralisation. Le projet d'une durée de 1 an va utiliser les outils numériques pour la promotion de nos communes. Il était recherché par la justice de son pays. L'opposant ivoirien et président du FPI légal, Pascal Affi-N'Guessan, a été arrêté. Il est poursuivi dans le cadre d'une enquête ouverte récemment pour attentat et complot contre l'autorité de l'État. On ne sait pas toujours le nom du prochain président des États-Unis. Joe Biden a cependant pris un net avantage avec 264 grands électeurs contre 214 pour Donald Trump. Nous allons gagner, a déclaré Joe Biden lors d'un bref et sobre discours. Le décompte des bulletins de vote se poursuit toujours. Les écoles ont donc ouvert leurs portes depuis le 2 novembre dernier au Togo. Cette rentrée scolaire a été précédée d'une série de mesures pour éviter la propagation du Covid-19. M. Komla Amessi Aminou est le directeur de cabinet au ministère des enseignements primaires et secondaires. Il revient sur ces mesures sanitaires. Nous serons aussi avec M. Kofi Adjimon, directeur régional Afrique de Aide et Action. Après le conseil d'administration et l'assemblée générale ordinaire de l'ONG qui œuvre pour un changement du monde à travers l'éducation, M. Adjimon, notre second invité, dresse le bilan des activités. Et puis les échos du palais et la revue de presse à suivre également dans ce journal. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Nous commençons dans ce journal avec les audiences à la primature. Elles sont 3 au total accordées hier par Madame le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe. La première est allée au représentant résident de International Youth Fellowship, Young Sam Kim. Il a évoqué avec la chef du gouvernement la formation sur le changement de mentalité de la jeunesse togolaise pour son épanouissement. Monsieur Young Sam Kim au sortir de l'audience. Our founder is Frida meet already 3 times for Togo binding. Les jeunes Togolais ont le talent, mais ils sont pris dans certaines conceptions et pensées négatives font qu'ils ne peuvent pas vivre ce Togo, centre de l'Ouest Afrique, ce Togo riche. Alors nous sommes dans les discussions pour voir comment le changement de mentalité peut les faire sortir de ces conceptions et penser qu'il est captif. Madame le Premier ministre m'a rassuré qu'elle va donner des instructions au niveau de Madame le ministre de la Jeunesse. Alors j'irai discuter avec elle pour voir dans quelle mesure on peut démarrer le projet avec la jeunesse. Madame Victoire Tomiga Dogbe a échangé en seconde audience avec le président de la Banque ouest africaine de développement BOAD, M. Serge Ekoué. Les principales orientations du gouvernement, notamment le développement, étaient au menu des discussions. Serge Ekoué, président de la BOAD. Il était important, lors de notre échange, que nous puissions aborder les sujets de développement, des sujets communs. Et nous avons pu constater entre Madame le Premier ministre et la Banque ouest africaine de développement, que je préside, une grande convergence de vues sur des sujets de développement, sur des sujets de finances, sur des sujets d'intégration régionale, sur des sujets de résilience, tout ce qui relève de changement climatique. Donc tous ces sujets de développement ont été abordés avec Madame le Premier ministre et je dois dire que nous avons eu une écoute très importante, une écoute très précise et encore une fois j'insiste beaucoup sur la question de la convergence de vues, c'est important.
La troisième et dernière audience est allée à une délégation de Lions Club International conduite par M. Lossou Galé Herman Djibom, gouverneur du district 403 A2 du mandat 2020-2021. Les échanges ont porté sur le programme d'activité et les objectifs du mandat 2020-2021. M. Lossou Galé Herman Djibom, gouverneur du district 403 A2 du mandat 2020-2021. Madame le Premier ministre a une bonne connaissance des problèmes, des difficultés de nos populations. La réduction de la pauvreté, le fait que chacun dans sa petite localité puisse se sentir à l'aise et ait les infrastructures de base pour l'école, la santé et l'épanouissement économique lui tiennent beaucoup à cœur. Et c'est ce que nous faisons également au Lions. Donc nous sommes tout à fait heureux que nous ayons cette écoute et que nous ayons le soutien entier de notre gouvernement. Une rencontre d'échange a eu lieu hier à Lomé entre le ministre de la Culture et du Tourisme, Benyo Lamadokou, et les responsables des bars et restaurants unis au sein du syndicat national des tenanciers de bars et restaurants du Togo, Sinaterto. Il était notamment question de rappeler aux uns et aux autres les dispositions et mesures en vigueur dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Et ce fut une occasion pour M. le ministre Lamadokou d'exhorter ses interlocuteurs à prendre au sérieux le protocole sanitaire mis en place dans le cadre de la reprise progressive des activités censées redynamiser l'économie nationale. Dans nos efforts de reprise progressive des activités et suite aux arrêtés qui seront pris dans les prochains jours, des contrôles inopinés seront exercés dans le cadre de vos activités. Des sanctions pourront être infligées en cas de la non-observation du protocole sanitaire. Nous devons faire l'effort pour que les activités que nous tendons à reprendre dans les jours à venir puissent être maintenues et que la tendance aille à la reprise totale et complète des activités dans notre secteur. Ces échanges ont permis aux membres du Sinaterto de s'engager à respecter toutes les dispositions et mesures en vigueur. Monsieur Sebaya Agbeko Kossi, secrétaire général du syndicat. Nous devons respecter scrupuleusement les mesures édictées par le gouvernement avant que même la FOSAP ne parvienne au niveau de nos établissements que nous dirigeons. Nous avons constaté que le secteur du tourisme c'est le secteur le plus affecté par cette pandémie et je peux même dire que ce secteur c'est la base même de l'économie d'un pays. Aujourd'hui, il n'est pas aisé qu'un pays vive en autarcie. Donc de ce fait, nous avons un rôle très important à jouer dans cette gestion de pandémie pour que les activités reprennent au Togo. Les responsables de bars et restaurants ont promis de faire bon usage du protocole sanitaire. Prise de contact hier de la ministre déléguée auprès du président de la République chargé de l'énergie et des mines à la direction générale de la CET. Les échanges entre Madame le ministre et le personnel de la CET ont permis à Madame Maounyo Mila Aziablé de comprendre le fonctionnement de ce département et surtout de toucher du doigt les réalités du travail qu'abattent ses collaborateurs. Madame Maounyo Mila Aziablé après la visite des différents services. Nous avons travaillé ensemble pour définir les objectifs de la feuille de route et nous nous sommes engagés à atteindre 100% d'accès universel à l'électricité en 2030. On s'est aussi engagé à avoir 30% de dépendance énergétique par rapport aux importations électriques. La volonté politique, elle est forte et palpable. On a pu voir que grâce à l'action personnelle du chef de l'État, nous avons fait des avancées conséquentes dans le secteur. Et la deuxième des choses, c'est l'implication personnelle de tout un chacun. C'est vrai que nous avons de nombreux projets dans le pipeline, mais en défi de la mise en place de ces projets, que je m'engage à porter et à suivre avec vous. Beaucoup reste encore à faire pour améliorer surtout les services à la clientèle, qui est plutôt notre raison d'être. Le projet de renforcement de la gouvernance locale pour soutenir la décentralisation au Togo a été lancé hier à Lomé. C'est une initiative qui entend utiliser des outils numériques pour la promotion des communes du Togo.
Ce projet va durer 1 an et concerne 13 communes dont Sinkase 1, Bina 2, Ogu 1 et Golfe 4. 3 organisations de la société civile, notamment le Centre Africa Obota CAO, Partenariat pour le développement et la gouvernance PDG et Éducation citoyenne et changement EDC en sont les promoteurs. Il s'agit de former les élus locaux sur les thématiques de la gouvernance locale. Uro Bossi-Diakondo, président du consortium CAO PDG EDC. Nous avons ciblé la gouvernance locale comme thématique principale, mais qui prend en compte pratiquement tous les domaines concernant la gestion d'une commune. Ça part d'abord dans la gestion des hommes, ça embrasse également le fonctionnement au sein d'un conseil communal, sans oublier les relations entre le maire et les autorités administrative et faire en sorte que, quelle que soit la superficie d'une commune, que la commune devienne un petit village rassemblé, où la technologie permettra aux citoyens, quel que soit là où ils se trouvent, de mettre l'information en temps réel au niveau du maire. Au terme du projet, les communes seront dotées de l'application Nignon City pour favoriser l'interaction entre les élus et les citoyens. Eklo Amema Sauveur, développeur de l'application. L'application Nignon City permet à chaque citoyen d'alerter les gouvernants quand ils ont un souci, par exemple un poteau électrique qui tombe, ils repèrent, ils prennent la position de ça, ils envoient ça aux administrateurs. Et aussi, s'il y a une information passée, les administrateurs envoient l'information et les gens reçoivent ça en notification sur leur téléphone. Et aussi de permettre aux citoyens de faire des propositions. L'application sera disponible sur Play Store ou les Apple Store pour que les gens puissent le télécharger, l'installer sur leur téléphone. Pour l'ambassadeur des États-Unis au Togo, Eric William Stromayer, partenaire financier du projet, l'initiative répond à la fois aux besoins des élus et à ceux des citoyens. Les administrations locales, partout au monde, doivent fournir des services essentiels à leurs citoyens, comme l'assainissement, le maintien de l'éclairage et la sécurité publique. Les populations locales attendent beaucoup des élus locaux. C'est la raison pour laquelle l'ambassade des États-Unis au Togo a voulu, à travers le Fonds régional pour la démocratie, contribuer à asseoir plus la décentralisation au Togo en renforçant la résilience des communes. La population du quartier Aguiar-Komé à Lomé a procédé ce matin au curage des caniveaux, au balayage des places publiques et à la désinfection de plusieurs endroits. C'est une initiative menée par le comité de développement du dit quartier et qui vise à participer aux efforts du gouvernement dans sa promotion d'un environnement sain. Il s'agit surtout d'amener la population à cultiver l'esprit de la citoyenneté et du civisme. Ayaovi comme l'assent président CDQ Aguiar-Komé. Une fois par mois, nous devons mettre le quartier propre. On a eu l'appui de la NASAP qui est en train de collecter les ordures maintenant. Donc après ce travail-là, nous allons désinfecter tous les caniveaux et les environs. Dans le quartier maintenant, on a fait une priorité, la sensibilisation contre le Covid-19. On voulait même demander à la mairie s'il peut y avoir des répressions parce qu'il y a certaines dallettes sur le caniveau qui sont enlevées. Et c'est là qu'ils jettent les ordures dedans. Donc on a écrit à la mairie et puis à la NASAP de nous aider avec des dallettes pour qu'après le travail, on puisse fermer ces points-là pour qu'il n'y ait plus d'accès. La prochaine étape sera donc la sensibilisation sur la pratique des mesures barrières contre le coronavirus. Et voici la situation du Covid-19 au Togo, chiffre mis à jour le 6 novembre 2020. Cas actifs 683, cas guéris 1720, décès 57, cas confirmés 2460. Un total de 125 867 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. En Côte d'Ivoire, les deux opposants Pascal Affi-N'Guessan et Albert Toykeuse-Mabry sont recherchés par la justice pour leur participation à la mise en place lundi dernier d'un Conseil national de transition. Des actes constitutifs d'attentats et de complot contre l'autorité de l'État, a déclaré hier le procureur d'Abidjan. Des précisions avec Angèle Ontondi.
Effectivement, face aux journalistes, le procureur d'Abidjan Richard Adou a donné un certain nombre de précisions sur les arrestations d'opposants ces derniers jours. Le 3 novembre, au lendemain de l'annonce de la mise en place d'un Conseil national de transition, une vingtaine de personnes ont été arrêtées chez Henri Konan Bédié. 9 ont été libérés depuis, mais 12 sont toujours aux mains de la justice, dont le numéro 2 du PDCI, Maurice Kakou Gikaru. Le président du FPI légal, Pascal Afi Nguessan, qui a annoncé au nom de l'opposition la mise en place de cette transition, et le président de l'UDPCI, Albert Touakeus Mabri, sont en fuite et activement recherchés selon le procureur. Pour Richard Adou, en créant un conseil de transition et en annonçant un gouvernement parallèle, les leaders de l'opposition ont commis un acte de sédition constitutif d'attentats et de complots contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Mais le parquet n'a pas attendu l'annonce de transition pour ouvrir une enquête. Se penchant sur les conséquences des appels de l'opposition à la désobéissance civile et au boycott hâtif, le procureur a saisi le 30 octobre dernier, la veille de l'élection, le doyen des juges d'instruction pour l'ouverture d'une information judiciaire, notamment pour actes de terrorisme, attentats et complots contre l'autorité de l'État, meurtres, organisation et participation à un mouvement insurrectionnel. Enfin, le procureur a affirmé n'avoir pas arrêté Henri Konan Bédié de peur qu'il ne supporte pas la détention eu égard à son âge et eu égard à sa condition physique. Aux États-Unis, le décompte des bulletins de vote se poursuit toujours. Le candidat démocrate Joe Biden continue de creuser son avance et affirme ne plus avoir aucun doute sur le fait qu'il gagne l'élection. De son côté, le président américain Donald Trump s'est contenté de s'exprimer sur Twitter pour remettre en cause l'intégrité du scrutin. Mais rares sont les élus de son camp qui affichent leur défiance vis-à-vis du processus électoral. Le point avec Bénédicte Kanda. Tout à fait, le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, qui devra selon toute vraisemblance composer avec l'administration démocrate, s'est notamment abstenu de dénoncer l'irrégularité du scrutin. Il a en effet tweeté, je cite, « Voici comment cela doit fonctionner dans notre grand pays. Chaque vote légal doit être compté. Les bulletins de vote soumis illégalement ne doivent pas l'être. Toutes les parties doivent pouvoir observer le processus et les tribunaux sont là pour appliquer les lois et résoudre les différends. C'est ainsi que les votes américains décident du résultat. » Quant au sénateur Roy Blunt, membre de la direction du Parti républicain, il a ainsi prévenu qu'à un moment ou un autre, il faudrait bien que la Maison-Blanche soit en mesure de porter en justice ces allégations et de les étayer par des preuves. Plus tôt, le sénateur Mitt Romney, battu en 2012 par Barack Obama, a jugé que Donald Trump était allé trop loin. Le président est dans son droit lorsqu'il demande un nouveau décompte, lorsqu'il réclame une investigation sur des irrégularités électorales alléguées là où des preuves existent. Mais il a tort de dire que cette élection a été truquée, corrompue et volée. Pour Joe Roubaix, un assesseur républicain qui participe au dépouillement, les accusations de Donald Trump sont également incompréhensibles. De son côté, le président Donald Trump continue par ailleurs de tenter des actions judiciaires pour tenter de gagner la bataille électorale. Son équipe de campagne a déployé des avocats dans les États où le décompte est toujours en cours. Elle n'a pas réussi à obtenir l'arrêt du comptage des bulletins de vote en Pennsylvanie comme elle l'espérait. Les partisans du président sont inondés de messages les appelant à contribuer à un fonds de défense. Mais la moitié des sommes collectées servent en réalité à éponger les dettes de la campagne électorale du président. Et comme un mauvais présage, le coronavirus continue de s'étendre à la Maison-Blanche. Mark Meadows, le directeur de cabinet de Donald Trump, a été testé positif au Covid-19.
Et nous abordons la deuxième partie de ce journal. La rentrée scolaire 2020-2021 a été effective depuis le 2 novembre dernier au Togo, et ceci dans un contexte très particulier marqué par la crise sanitaire liée au Covid-19. Plusieurs mesures, notamment la formation des enseignants face à la pandémie, figure au nombre de ces dispositions. Cette formation appelle les enseignants à accompagner les apprenants dans le respect de ces mesures. Des dispositions sont également prises en cas de contamination dans les écoles. Et pour une année scolaire réussie, le ministre en charge des enseignements primaires et secondaires dit compter aussi sur les parents d'élèves. Pour en savoir davantage, nous recevons ce samedi M. Komlan Amessi Aminou. Il est le directeur de cabinet au ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Il est interrogé par Odette Pira. Monsieur Komlan Amessi Aminou, bonjour. Bonjour madame. L'année scolaire 2020-2021 a démarré avec une rentrée pédagogique le 26 octobre. Dites-nous, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Merci de cette opportunité que vous nous offrez pour revenir un peu sur les dispositions prises dans le cadre de la rentrée scolaire 2020-2021. Comme on l'avait annoncé, la rentrée a été faite en deux phases. La première phase consiste donc à la rentrée pédagogique et administrative. Cela a permis aux acteurs et surtout aux professionnels de l'éducation que nous sommes à préparer cette rentrée sur le plan de l'organisation pédagogique qu'on doit adopter dans les établissements, dans la mesure où vous savez que cette année, cette rentrée se fait dans un contexte sanitaire particulier marqué par la Covid. Donc il a été question que les chefs d'établissement, les inspecteurs soient formés à la gestion des établissements dans ce contexte sanitaire spécifique marqué par la Covid. Et également, vous le savez, l'année dernière, nous avons été donc surpris par cette Covid-19 et les programmes ont été exécutés à 75%. Donc il restait 25% que nous devons aux apprenants. Et donc cette rentrée pédagogique a permis également aux inspecteurs, aux directeurs d'enseignement, directeurs régionaux de faire une restructuration des programmes en prenant en compte les 25% non achevés l'année dernière pour permettre une remise à niveau aux élèves. C'est un cycle qui doit changer, donc qui passe d'un cycle à un autre. Cela a permis aussi à ce que nous avons appelé les annales soient préparées, les fascicules soient préparés au bénéfice des élèves de 6e par exemple, puisqu'ils passent de CM2 en classe de 6e où les programmes n'ont pas été achevés et peut-être ils auront besoin, surtout par rapport aux matières enseignées comme le français et mathématiques. Il y a eu donc des fascicules qui ont été élaborés pour leur permettre de remonter un peu leur niveau dans ces deux disciplines clés dans l'enseignement qu'ils auront à faire dans le niveau 6e. Voilà en gros ce que je peux vous dire par rapport à ce qu'on a fait. Il y a d'autres éléments effectivement qu'on pourrait ajouter, mais essentiellement voilà ce qu'on pourrait dire par rapport à la rentrée pédagogique. Le gouvernement a pris des dispositions contre la Covid-19 dans les écoles. Quelles sont ces dispositions? Nous parlions tout à l'heure de la formation qui est donnée aux enseignants, aux chefs d'établissement sur la gestion des établissements. Alors c'est une gestion qui est marquée dans le contexte marqué par la Covid et ces dispositions que nous avons prises sont en lien avec les mesures éditées par la Coordination nationale de gestion de riposte. Et nous avons insisté sur le respect des mesures de distanciation et ces mesures de distanciation qui vont avoir comme implication une réorganisation des salles de classe en lien avec les effectifs des élèves que nous devons diminuer dans les établissements. Et donc cela a été l'un des éléments clés des mesures que nous avons prises par rapport à la gestion des effectifs. Également, il y a le respect des mesures barrières, c'est-à-dire le port de cache-nez systématique, les dispositifs de lavage de mains qu'on doit mettre dans les établissements et surtout les gels hydroalcooliques à mettre dans les salles de classe au bénéfice des enseignants comme au bénéfice des élèves et d'autres acteurs qui seraient impliqués dans la vie des établissements scolaires et centres de formation technique et professionnelle cette année. Parmi ces dispositions figure la gestion des effectifs dans les classes. Pour l'heure, pas de nouvelles classes construites. Comment les établissements gèrent-ils
les effectifs? Nous avons parlé tout à l'heure de mesures de distanciation qui ont pour implication la gestion de ces effectifs-là en les réduisant par classe. Et donc, il a été question qu'au niveau préscolaire, par exemple, que les élèves qui sont souvent assis à un par banc continuent par l'être. Bon, ici, ça, ce n'est pas banc, mais c'est tabouret et les petites chaises. Les élèves vont être mis à 30 maximum, au grand maximum 30 par classe. Mais pour les autres niveaux, nous avons prévu que les effectifs ne dépassent pas 60 par classe. Mais par rapport à cela, il y a eu une certaine flexibilité que nous avons accordée aux chefs d'établissement pour que là où les effectifs sont vraiment pléthoriques, qu'ils puissent réaménager ces effectifs-là de façon à faire fonctionner les établissements en double flux et en double vacation et surtout en double flux puisqu'il n'y a pas eu de nouvelles constructions de classes. Et donc, si on veut aller dans les détails, nous pouvons considérer par exemple un établissement X donné avec, je prends plutôt une salle de classe, un X dans un établissement. Cette salle de classe ayant par exemple 100 élèves au départ. Donc dans ce temps de Covid, eh bien les 100 élèves là vont être regroupés en 2 groupes classes, 50 par groupe classe. Et donc nous aurons un groupe classe A et un groupe classe B. Et l'enseignant qui tient ces élèves là, si nous sommes par exemple au primaire, eh bien l'enseignant va faire passer les élèves, le groupe classe A dans la matinée et le groupe classe B dans l'après-midi, par exemple. Alors, cela va se faire en une semaine ainsi et on va alterner la semaine suivante pour qu'il n'y ait pas un groupe classe qui passe seulement dans l'après-midi. Bon, évidemment, cela va avoir certains effets sur le volume horaire. Donc, c'est pour ça que les enseignants ont été aussi les chefs d'établissement ont été formés à cette nouvelle gestion des salles de classe en termes de réorganisation des volumes horaires et les tableaux de service au bénéfice de ces enseignants-là, si nous sommes par exemple au secondaire, pour réduire au minimum la surcharge de cours ou bien d'heures à assumer par un enseignant dans une discipline donnée. Par exemple, parce que si la surcharge d'heures à assumer par un enseignant elle devient importante, eh bien ça va engendrer des coûts. Mais on voudrait faire en sorte que ces coûts soient minimisés. Et si on aura même à payer à un enseignant, par exemple, des heures sup, il ne faudrait pas que ce soit un grand nombre d'heures à payer à cet enseignant-là. Donc les chefs d'établissement ont été formés à cette réorganisation pédagogique dans les établissements pour qu'on puisse fonctionner quand même normalement pendant ce temps de Covid. Un autre problème qui existait déjà et aujourd'hui qui se voit aggravé par la Covid-19 est l'insuffisance des enseignants. Vous avez parlé d'un concours alors que l'année scolaire est en cours. Nous avions annoncé le lancement d'un concours. Ce concours a été préparé et on s'apprêtait à son lancement quand est survenu ce nouveau contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui marqué par Covid. Et on ne peut pas prendre le risque d'exposer les candidats à ce concours à cette contamination en ce moment-là où on ne maîtrisait pas encore la situation sanitaire. Mais aujourd'hui, où nous avons pu tirer beaucoup de leçons positives par rapport à la gestion de cette Covid, je peux rassurer tout le monde, en tout cas tous les postulants au poste d'enseignant dans notre système, que ce concours aura bel et bien lieu, en me référant aux déclarations du ministre de tutelle, le ministre professeur Kokoroko, que ce concours aura bel et bien lieu avant la fin de l'année 2020 pour que tout le monde soit tranquille. Personne ne le souhaite, mais qu'est-ce qui est prévu si on note des cas de contamination à la Covid-19 dans des écoles? Merci madame pour cette question. Il y a un élément important que j'avais passé sous silence lorsque on parlait des dispositions qui sont prises dans le cadre de la gestion des établissements en lien avec le contexte sanitaire. C'est une de ces dispositions passées sous silence, c'est qu'au niveau de notre ministère, nous avons eu à mettre en place un protocole sanitaire. Et ce protocole sanitaire permet à ce que tous les acteurs soient impliqués dans la lutte contre la propagation de ce virus à Covid-19 dans les établissements. Et bien, dans ce protocole, il est bien prévu la mise en place dans chaque établissement un comité de veille. Un comité de veille constitué par
différents acteurs et partenaires sociaux de l'école concernée. Et avec désignation d'un point focal qui va être en liaison permanente avec le comité local de gestion de riposte Covid. Eh bien, lorsque par malheur un cas surviendrait dans un établissement, eh bien, ce comité de veille va se mettre en branle rapidement pour faire le nécessaire sans discrimination, sans crier au scandale, sans aller à la panique. Ce comité de veille va commencer par gérer ce cas dans un isolement, puisqu'il y aura un local qui sera prévu à cet effet, donc dans un isolement, en attendant de se mettre en contact avec le comité local de gestion de la riposte pour une prise en charge spécifique de ce cas qui se surviendrait dans un établissement. Donc vous comprenez que nous n'avons rien laissé pour compte. Donc pour rassurer les parents, les élèves, bref tous les acteurs éducatifs que nous avons prévu le nécessaire pour que si un survenait, que cela soit pris en charge en lien avec le comité local de pilotage de la riposte. Pour terminer, qu'attendez-vous du corps enseignant, des parents d'élèves et des élèves eux-mêmes? Merci de cette opportunité qui nous permet de lancer un appel à l'endroit du corps enseignant, qu'ils ont toujours œuvré à la réussite de leurs élèves, mais cette année, ça va être dans un contexte spécifique. Et donc, nous en appelons à leur mobilisation de leurs ressources internes, de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes, comme on le leur reconnaît toujours, pour œuvrer à la transmission de la connaissance dont les enfants ont besoin, afin que la réussite leur soit garantie. Mais également, ils doivent contribuer à éviter à ces élèves-là la contamination à ce virus qui fait ravage dans le monde entier. Éviter donc que ces élèves-là ne soient pas contaminés à travers cette surveillance qu'ils doivent assurer au niveau de ces élèves-là, par rapport au port de masques, au lavage de mains systématique, à l'usage de gels hydroalcooliques qui seront mis dans les classes afin d'éviter véritablement les contaminations. Mais surtout, lorsque nous parlons de port de masques, il faudrait que les enseignants veillent à ce que ces élèves portent correctement ces masques-là pour éviter toute contamination. Et nous croyons que, ce faisant, ils vont aider cette jeunesse à gagner ce pari qui est de sortir indemne de ce mal qui guette tout le monde. À l'endroit des parents, nous voulons également compter sur leurs responsabilités, la prise en compte de leurs responsabilités dans la gestion de leurs enfants au quotidien. Lorsque, par exemple, un parent se rend compte que son enfant présente des symptômes qui sont similaires aux symptômes décrits par un porteur de ce virus, eh bien, je ne pense pas que ce parent puisse laisser son enfant aller à l'école parce qu'il s'expose davantage et il risque de contaminer d'autres si il advenait qu'il était porteur du virus. Donc, nous prions les parents de garder les enfants à la maison dans ces cas de figure lorsque cela se présente à eux. Nous comptons sur leur sens de responsabilité et également compléter ce que l'école apporte à leurs enfants en matière d'apprentissage, parce que l'éducation doit commencer dans la famille avant de se poursuivre par l'instruction dans les établissements scolaires et centres de formation professionnelle et technique. Maintenant, à l'endroit des élèves eux-mêmes, je crois que l'avenir est devant eux et donc nous ne devons pas adopter des comportements qui les exposent à hypothéquer cet avenir-là. Et donc, ils ont intérêt à écouter les conseils pratiques qui sont donnés d'abord par rapport à ce virus, coronavirus donc, et pour éviter cette contamination en respectant les mesures de distanciation, toutes les mesures barrières qui sont éditées par la Coordination nationale de gestion de la riposte à la COVID-19. Et ainsi, suivre les conseils des enseignants, des parents, se discipliner, mais travailler beaucoup pour la réussite qui leur ouvrira les portes de l'avenir glorieux que nous leur souhaitons. Monsieur Komla Amessiameno, merci. Et c'est moi qui vous remercie, madame. Allons à présent à la découverte de l'ONG Aide et Action qui œuvre depuis des années pour un changement du monde à travers l'éducation.
Le bureau Afrique a tenu les 28 et 29 août dernier un conseil d'administration et son assemblée générale ordinaire. Il était question au cours de ces rencontres de prendre des décisions pour l'avenir de l'ONG et de dresser le bilan des activités de l'année 2019. Monsieur Kofi Adjimon est le directeur régional Afrique de Aide et Action. Il répond aux questions de Gabriel Ayena. Monsieur Adjimon, bonjour. Bonjour. Les 28 et 29 août dernier, vous avez tenu votre assemblée générale. Il faut le reconnaître, Covid-19 oblige, c'était pas visioconférence. D'entrée, dites-nous comment s'est déroulée cette assemblée générale, je dirais pour la première fois virtuelle. Merci pour l'intérêt que vous portez à nos activités. Nous avons fait d'abord un travail pays par pays pour instruire les directions pays, c'est-à-dire les représentations de Aide et Action dans l'ensemble des pays où résident ces membres, pour donner des informations sur comment l'Assemblée générale va se dérouler en virtuel et au niveau des pays ou au niveau du bureau de chaque pays. Nous avons un abonnement sur la plateforme Zoom et donc les collègues salariés exécutifs devaient aider les membres de l'AG et du conseil d'administration à se connecter au niveau du pays dans le respect des mesures barrières qui sont prises par chaque pays. Et ce travail-là également, nous l'avons fait avec le bureau du conseil d'administration sur toutes ces dispositions logistiques que nous voulons faire prendre, qu'ils ont validées. Et donc, c'est nos équipes exécutives dans les pays et nous, au niveau du bureau régional, qui avons suivi ça de très loin. Quels sont alors les enseignements que vous avez pu tirer de cette rencontre? La leçon qu'on peut tirer, c'est l'optimisation aussi. C'est vrai qu'on ne s'est pas vu physiquement. Pour se parler, ce serait plus vivant. Mais quand on fait une réunion virtuelle, d'abord, ce n'est pas le même coût. Parce que si chacun devait se déplacer, puisque les membres de l'AG, ils sont autour de 25 et ils proviennent de pratiquement 15 pays en Afrique. Donc vous voyez, il y a les coûts de billets d'avion, il y a les coûts d'hébergement, il y a les coûts de restauration ici et tout ce qui est de la location de la salle et tout ce qu'on doit mettre autour comme disposition logique pour faire. Et ça, on ne l'a pas dépensé. Ça fait une optimisation de ça, mais également, c'est de se dire qu'on a d'autres modalités aussi de faire des réunions, que ce soit des réunions comme l'Assemblée générale ou des réunions du conseil d'administration, sans forcément être là de façon physique. Également, on a optimisé le temps. Parce que lorsqu'on faisait des réunions physiques, nous passons toute la journée. Donc on commence la réunion le matin, on prend la pause café, on prend la pause déjeuner, après on revient et on sort et le soir on mange ensemble. On a dû réduire le temps pour aller à l'essentiel. Donc on a passé à peine 4 heures de temps pour faire l'AG. C'est pour cela que, en anticipation, la préparation a été très forte. L'Assemblée générale a été aussi l'occasion de faire le bilan des activités menées en 2019. Que retenir? Les résolutions, comme c'est une assemblée générale ordinaire, c'est la validation des rapports de gestion, donc du conseil d'administration. Donc, quelles sont les activités clés qu'ils ont fait dans l'année et en lien avec les autres associations au niveau du réseau Aide et Action. Et puis, surtout, c'est la validation des comptes de l'association au 31 décembre 2019 pour que ce soit certifié. Il y a eu également le renouvellement d'un tiers des membres. Mais en raison de la transformation qui est en cours au niveau de l'organisation et du réseau Aide et Action, les membres qui devaient sortir pour qu'on puisse les remplacer, on les a gardés jusqu'à la mise en place des nouveaux organes de l'organisation. Depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, chaque continent a une association régionale qui est membre du réseau. Mais à partir de cette année, lorsqu'on a lancé la transformation jusqu'en fin d'année, en début 2021, on aura une seule association unique internationale. Il n'y aura plus une association par continent qui se retrouve globalement au niveau du réseau. Et les organes de cette association unique qui est en cours de mise en place, ce serait une assemblée générale internationale, plus maintenant un conseil d'administration qui va être mis en place à partir d'une élection
des membres qui sont au niveau de l'Assemblée générale. En dernier point, ils ont été informés des évolutions de cette transformation. Qu'est-ce qui se fait, où est-ce qu'on est, pour qu'ils puissent apporter leurs inputs, leurs enrichissements et qu'ils soient aussi informés pour qu'au niveau de l'ensemble des nations, en Afrique, en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et en Europe, on soit au même niveau d'information. Que retenir pour le compte de l'année 2019? Les chiffres clés, globalement, on a mis en œuvre 26 projets en 2019 et ces projets couvrent tous les domaines dans lesquels l'AIDH intervient, c'est-à-dire sur la qualité, l'accès, sur les questions de formation professionnelle et insertion des jeunes et entrepreneuriat, sur les exclus, donc du système des alternatives éducatives, sur tout ce qui est petite enfance. Nous avons 9 pays d'intervention où nous avons des équipes physiques et où nous avons des projets. 6 autres pays ne sont pas opérationnels, mais nous avons les bénévoles qui travaillent pour faire vivre la vie associative. Cela veut dire que nous avons 15 pays d'intervention, donc en 2019, avec 26 projets d'un montant total de 9 millions d'euros, dont 75% a été consacré uniquement au projet. Et le reste maintenant, couvrant maintenant les frais de fonctionnement, de collecte et de tout autre frais divers de gestion. Nous avons touché presque 250 collectivités, presque 7000 écoles au niveau de l'Afrique et nous sommes à plus de 600 000 enfants donc, qui ont été touchés en 2019. Vous aviez également mentionné un point très important, la transformation du réseau. Peut-être vous le comprenez, mais dites-nous pourquoi une telle réforme au sein de Aider Action? C'est une très belle question, la transformation. Il faut dire d'abord que les structures qui sont mises en place parce que nous étions organisés en direction pays au niveau de chaque continent, direction pays, cela veut dire que nous avons une représentation nationale, nous avons un directeur pays avec une équipe, nous avons des projets avec du personnel de projet, mais au même moment aussi on a une direction régionale qui assure la coordination d'ensemble au niveau de chaque continent. Alors, vous voyez, quand on somme tout ça là dans tous les pays, ça fait lourd en termes de coûts de fonctionnement. Donc, la première raison qui a amené à faire la transformation, c'est d'abord l'allègement des coûts de structure et la réduction des structures d'abord et l'allègement de leurs coûts. Ensuite, il y a également le fait que chaque année, nous n'avons pas le même nombre de projets dans le portefeuille globalement pris, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les autres continents, ce qui fait que ça a une incidence sur le ratio mission. C'est-à-dire que sur 100 euros, combien nous mettons sur les projets et combien revient au fonctionnement et à la collecte. Alors, chaque année, ce ratio-là est en train de s'effriter. Et quand ça s'effrite, nous ne serons plus compétitifs. Parce qu'il y a un ratio standard au niveau international où les bailleurs regardent. C'est le ratio, on appelle ça 20-80. C'est-à-dire qu'au moins 80% doit aller sur les projets, sur 100 euros. 80 euros doit aller sur les projets et 20% maintenant pour faire la collecte, les investissements et tout ce qui est fonctionnement. Et donc, c'est pour que nous puissions améliorer ce ratio mission-là. C'est pour ça. La troisième raison, c'est notre raison d'être. Nous sommes une ONG d'éducation et formation. Nous accompagnons les politiques sectorielles dans les États. C'est les projets qui doivent être au cœur de notre travail. Donc, faire en sorte que c'est le projet qui constitue l'outil principal pour concrétiser notre mission et accompagner les États dans lesquels nous sommes installés depuis plusieurs années. Voilà les raisons. Sur le côté maintenant vie associative également, on a constaté depuis la transformation de Aider Action depuis les années 2004 que ce système-là que je venais de vous décrire, une association par continent, on a voulu faire en sorte que nous puissions être vraiment une équipe internationale, même politiquement parlant, c'est-à-dire être une seule association unique où toutes ces associations-là vont se fondre pour qu'on soit une association avec une seule assemblée générale et un seul conseil d'administration élu parmi les membres de l'assemblée générale. Et aujourd'hui, au niveau de la région Afrique, on a 4 territoires, 4 clusters. Donc le cluster Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, le territoire Burkina, Mali, Niger,
le territoire Sénégal-Guinée et le territoire de l'autre côté de l'océan Indien, Madagascar et Union des Comores. Nous tendons pratiquement vers la fin de cet entretien. Aide et Action, tout comme plusieurs autres associations et structures, ont été sérieusement impactées par la pandémie à coronavirus. Mais vous n'avez pas croisé les bras. Vous avez également mené plusieurs actions de lutte au même moment. Mais avant de nous séparer, dites-nous succinctement comment Aide et Action a-t-elle aujourd'hui contribué à la qualité de l'éducation au Togo? On a un projet qui s'appelle le projet d'appui à la réforme des collèges, qui travaille beaucoup exclusivement sur la maîtrise d'ouvrage communautaire. Ce projet prend en charge aussi toutes les questions d'équité. Il y a un autre projet, École amie des enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les enfants puissent s'intéresser à l'école? Et nous travaillons ensuite maintenant sur les projets d'établissement. Les jeux, les manger, les cantines scolaires, les projets d'école. Et tout ça, c'est pour participer à tout ce qui est qualité. Mais également au niveau des jeunes, il faut les faire participer au dialogue qui fait et qui contribue à vivre ensemble en paix et de façon harmonieuse. Tout récemment, on vient d'avoir encore un projet au niveau de la région des Savanes sur ce même sens-là. C'est avec l'Union européenne sur les jeunes et c'est l'extrémisme violent, que ce soit dans le milieu ou bien à l'école, parce que les deux sont liés pour accompagner toutes les actions que je viens de décrire. Le projet sur la lutte Covid uniquement avec l'UNICEF, presque 600 000 € qui va se réaliser dans un an. Et si ça ne finit pas, on voit comment on va négocier avec notre bailleur principal. Et nous avons en perspective d'aider les communes pour prendre en compte les défis éducatifs, dont la qualité également. Mon dernier mot, c'est de remercier les autorités togolaises qui nous font toujours confiance pour travailler ensemble avec nous. Monsieur Adimon, merci. Je vous remercie. Le sieur Daniel soupçonne son voisin d'être la cause de tous ses malheurs. Voulant se faire justice lui-même, il l'a assassiné et jeté le cadavre dans une rivière. Accusé d'homicide volontaire, Daniel a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Retour sur les faits avec Hélène Assabi dans Écho du Palais. Le 3 octobre 2012, le corps du nommé Amou a été retrouvé sans vie dans la rivière Asmara 5 jours après sa disparition mystérieuse. En effet, le 29 septembre, parti au champ vers 13h, il ne revint pas à la maison jusqu'à la tombée de la nuit. Le soir du même jour, sa famille, inquiète de cette absence inhabituelle, entreprit les recherches qui aboutirent à la découverte de la chaise qu'il utilise au champ au bord de la rivière. Persuadé qu'il lui était arrivé quelque chose là-bas, la famille sollicite l'aide de certains nageurs qui, après 3 jours de plongée infructueuse, renoncèrent aux recherches. Refusant de se laisser abattre par le désespoir, la famille fit appel à d'autres nageurs qui reprirent les plongées qui, cette fois-ci, permirent de repêcher son corps en décomposition entamée. Soupçonné d'être l'auteur de sa mort, le sieur Daniel est interpellé par la gendarmerie. Durant toute la procédure, l'inculpé a reconnu les faits qui lui sont reprochés et expliqué que la victime est un voisin qui l'enviait depuis que ses activités ont commencé à prospérer et pour ce faire, il ne cessait de lui chercher des noises. Ainsi, après avoir refusé de lui restituer 2 cochons qu'il lui avait vendus et qui étaient retournés dans son enclos, il passait son temps à le diffamer sous prétexte qu'il avait volé sa poule. À ces faits de jour s'ajoutent ceux de la nuit, car selon Daniel, la victime était une sorcière qui l'attaquait spirituellement. Une nuit, il a rêvé qu'un chien le poursuivait et quelque temps après, c'est un abcès à la jambe qui a failli le tuer. Puis ce fut le tour de 2 de ses enfants, âgés respectivement de 8 et 9 ans, qui sont morts le même jour. Les causes de tous ces faits lui ont été révélées par un féticheur qui lui a confié que c'est un voisin qui était à la base de ses malheurs. Tout de suite, ses soupçons se sont portés sur Feu Amou. C'est alors qu'il a décidé de mettre un terme à sa vie. Ainsi, le 29 septembre 2012, lorsqu'il l'a vu partir au champ, il a tendu une embuscade près de la rivière. De retour, et ne se doutant de rien, il a laissé traverser celle-ci et arrivé à sa hauteur, il tira sur lui avec un fusil. Projeté dans la rivière, il se débattait pour sortir de l'eau lorsqu'il l'acheva à coups de machette.
L'inculpé ajoute qu'il ne regrette pas son acte car il se sent tranquille depuis qu'il est mort et que d'ailleurs les autorités judiciaires feraient mieux de réprimer les sorciers que de s'acharner sur ceux qui débarrassent la société de ces méchants tueurs silencieux. Malgré ces arguments, les juges ne lui ont pas donné raison. Ainsi, à l'audience du 16 février 2016, le sieur Daniel a été accusé d'homicide volontaire. Il a été donc condamné à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Lomé. À samedi prochain. Revue de presse pour clôturer ce journal. Les élections aux États-Unis et celles en Côte d'Ivoire qui ont abouti à la réélection du président sortant Alassane Ouattara. Les parutions de la semaine ont également évoqué longuement la rentrée scolaire du 2 novembre dernier au Togo, une rentrée intervenue dans un contexte tout particulier. Voilà les unes de la presse togolaise cette semaine. Léontine Atogima. Rentrée scolaire 2020-2021 sur fond de solidarité et respect des gestes barrières. Après l'effectivité, un seul mot d'ordre, respect des mesures sanitaires, titre l'Union pour la patrie. Togo Matin ajoute que le ministre en charge de l'éducation, professeur Dodu Kokoroko, a rassuré les enseignants et les parents d'élèves. En effet, selon le quotidien privé, à la veille de la rentrée scolaire, le ministre a animé une conférence de presse pour situer l'opinion et présenter les mesures prises par le gouvernement pour le bon déroulement de l'année scolaire. Les paroles du professeur Kokoroko n'auraient pas convaincu la FESEN. La Fédération des syndicats de l'éducation nationale serait déjà dans l'arène des revendications relates écho du pays. En effet, poursuit l'hebdomadaire, elle a lancé une grève de 72 heures à compter du 16 novembre prochain. La Fédération donne 14 jours au gouvernement pour ouvrir les discussions avec toutes les organisations syndicales des enseignants afin de trouver une solution, ajoute Écho du pays. Les syndicats de la santé sont aussi en colère contre le ministre de tutelle, écrit le libéral. Les 7 centrales syndicales dans le domaine de la santé, dans une déclaration liminaire, ont exprimé leur désir de voir plus de changements dans les conditions de travail et de vie du corps médical, renchérit Togo Matin. Le Saint-Fort prépare une grève, note la Nouvelle Tribune. Cette grogne sociale en fermentation pourrait être un baptême de feu pour le gouvernement, Dogbé estime chronique de la semaine. Hors du Togo, les présidentielles américaines retiennent l'attention. Ça coince entre Joe Biden et Donald Trump, remarque l'échiquier. Trump ou Biden s'interroge Focus Info. Chronique de la semaine note une déclaration de guerre à la démocratie américaine par Donald Trump à travers ses suspicions de fraude à ses élections. La Côte d'Ivoire, elle autre, connaît déjà les résultats des urnes. Alassane Ouattara a été réélu à plus de 94% pour un 3e mandat. L'opposition ivoirienne à l'école de Agbeyome Kodjo caricature Ouattara les vainqueurs. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal magazine pluriel de ce samedi. Merci de l'avoir suivi et merci de nous rester fidèles. Voici, avant de nous séparer, la rubrique sensibilisation au coronavirus. Les chercheurs tardent encore à trouver le vaccin type pour en finir avec le coronavirus qui fait chaque année, chaque jour, j'allais dire, des milliers de nouveaux cas de contamination. En l'absence donc de ce vaccin, l'une des mesures pour éviter la contamination est la distanciation sociale. Alice Barandao nous en parle dans Chronique Sensibilisation. Plusieurs
inconnus de la maladie du coronavirus ont amené les experts en santé à exiger de nous distancier d'au moins 1 mètre et de porter les bavettes pour éviter de projeter sur les uns les autres des gouttelettes de salive pouvant contenir le virus du corona, ce qui pourrait facilement nous contaminer puisque nous savons tous que ce virus est très virulent. Docteur Aoku Fanche, médecin de santé publique, coordonnateur du projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies au Togo. Ici, il s'agit d'une maladie à transmission respiratoire. Or, nous savons que le temps que passent ces microparticules dans l'air est proportionnel à leur taille. Les plus grosses particules tombent rapidement au sol, alors que les particules les plus fines restent suspendues pendant au moins 8 minutes dans l'air avant de s'assécher et de disparaître de notre... Dans la nature. Oui. Donc, si quelqu'un à côté de nous, vous voyez un peu dans certaines conditions, on est à l'étroit, on est proche, on parle, mais puisque nous ne voyons pas toutes ces microparticules, nous ne prenons pas garde. Donc, les bavettes nous permettent de réduire cette quantité de microparticules-là que nous émettons dans la nature pour éviter aussi de contaminer d'autres personnes. Nous parlons du lavage régulier des mains. Docteur, on va savoir vraiment comment les porter. C'est vrai qu'on en a parlé, mais revenez sur la bonne manière de porter les bavettes pour qu'elles nous servent vraiment de gestes barrières. Bon, nous sommes à la radio, donc nous n'avons pas d'image. Ceux qui nous suivent, ils peuvent faire l'exercice avec nous. Nous prenons notre masque par les ficelles. Pour ne pas déjà suer. Pour ne pas déjà déposer des germes que nous aurions pris quelque part sans le savoir sur le masque avant de le porter. Nous entourons l'une des oreilles, nous couvrons le nez jusqu'à l'arête du nez et non mettre la partie supérieure du masque sous les narines. Ce n'est pas pour boucher les narines, mais c'est pour couvrir les narines. Sur le nez. C'est sur le nez. On porte la deuxième ficelle, on ajuste vers le bas pour que ça soit bien sous le menton et de grâce, lorsqu'on l'a porté ainsi, on ne doit plus y toucher. Donc ce n'est pas la peine d'accrocher le masque au menton ou au cou, parce qu'en mettant la partie qui couvre le nez au menton, nous ramenons les microbes qui étaient là vers les narines. Donc nous facilitons notre propre contamination par d'autres germes. Dès qu'on a fini d'ajuster son masque, on ne doit plus toucher au masque avec les doigts. Une fois qu'on est amené à l'enlever, il faut le jeter dans une poubelle pour éviter de laisser traîner pour la contamination ou pour autre usage. Voilà, que l'instinct de survie nous anime tous afin que nous observions vraiment toutes ces mesures barrières pour nous protéger et protéger les autres contre le Covid-19. Les ondes radio se propagent à 300 000 km/s. Le son met un peu plus d'1 seconde pour atteindre la Lune. On entendra cette pub sur Mars dans 4 minutes et sur Jupiter dans une demi-heure. Bienvenue à nos amis extraterrestres qui nous écoutent. Tout le système solaire. Gardez l'écoute. La pub.